Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être si nombreux pour cette soirée Cohen, donc qui s'organise à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'appelle tout simplement Léonard Cohen, qu'on a sorti chez Webec Gallimard, avec Stan Cuesta, Marie Baumann et Laurence Basset. Et donc à cette occasion, on cherchait un lieu pour faire un événement. Le livre est sorti à l'automne, mais on voulait prendre le temps de faire un événement spécial autour de la sortie du livre. Et donc on s'est dit quel plus beau lieu, quel est le plus beau lieu parisien pour ça. Et la Maison de la Poésie est arrivée tout de suite. Donc voilà, on est très content d'être accueillis ce soir ici. Et donc très content aussi, vous verrez, on va commencer par une rencontre avec Gilles Torgman. Et puis après, on entendra un enregistrement que nous a confié Gilles de La Voix du Maître, qu'il a été enregistré à Los Angeles en 1997. Donc il y aura un long moment où on écoutera Léonard Cohen lire sa poésie. Et après, je reviendrai sur scène avec Lou chanter des chansons, donc évidemment de Léonard Cohen. Voilà. Attention. Attention, ça risque de devenir personnel. Ça risque de devenir très, très personnel. Ça risque de devenir trop personnel. Mais voilà, on est en 1988, j'ai 16 ans et je sors du lycée Louise Michel à Champigny-sur-Marne et je remonte le long de la Nationale 4 et le monde est noir, et le monde est atroce, et le monde est laid, et le monde est violent, et je marche le long de la Nationale 4. Et je remonte le long de la Nationale 4 et je rejoins l'appartement qui domine au deuxième étage la même Nationale 4, appartement où nous périssons doucement. Mon frère, ma sœur, maman et moi. Et je monte dans l'appartement. Et le monde est noir, et le monde est atroce, et le monde est laid, et le monde est violent, et je ferme la porte et je mets le loquet pour me protéger de la violence. Et j'allume la télé, et là, au milieu de Queen, qui chante drapé dans le drapeau anglais, au milieu de Dire Straits qui chante en survêtement, au milieu de Sting qui porte un petit short blanc moulant, au milieu de Van Halen qui porte un spandex rose, au milieu de Duran Duran qui chante en maillot de bain sur un yacht, arrive l'image de Léonard Cohen. First we take Manhattan. Et j'ai vu que cet homme savait que le monde était atroce, que le monde était laid, que le monde était violent, que le monde était noir et que pourtant, il y avait un chemin, pourtant il y avait des choses à faire, pourtant il y avait un moyen de vivre sa vie. Et quelques mois plus tard, j'ai été comme exilé à Paris et j'ai trouvé un ami qui lisait Les Inrecuptibles. Et Les Inrecuptibles parlaient de Léonard Cohen. Et je me suis mis à lire Les Inrecuptibles comme la Bible. Et j'ai été rue de Rennes chercher les partitions de Léonard Cohen et j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare avec lui. Et j'ai commencé à écrire des chansons comme lui en le
en le copiant honteusement. Et je lisais régulièrement Les Inrecuptibles, comme la Bible, comme la Bible. Tout m'arrivait par Les Inrecuptibles. Et le plus grand prophète de cette Bible, c'était Gilles Torgman. Et quand Gilles a sorti son livre sur Leonard Cohen, je me suis dit, il n'y a pas de mystère. J'avais raison de le lire aussi compulsivement, de le lire aussi attentivement. Et donc voilà, 15 ans plus tard, quand moi-même j'ai écrit le livre sur Leonard Cohen, j'ai relu son livre en faisant bien attention de ne pas y faire trop attention, pour pas faire un contre-livre ou pas non plus faire le même livre ou pas. Voilà, j'étais très, très embêté parce que tout son livre s'arrêtait à de nombreux endroits où je me disais, bien sûr, c'est ça qu'il faut dire, c'est comme ça qu'il faut dire. Donc je l'ai lu en entier dans une terreur comme ça de me dire, oh là là, tu l'as lu, c'est trop tard, tu ne pourras jamais écrire le tien. Bon, finalement, Stan peut en témoigner, ça a pris du temps, ça a été très difficile, ça a été très long, mais on a quand même réussi, grâce à lui et grâce à Laurence, à le terminer. Tout ça pour vous dire que cette soirée, elle vient de très loin et que je suis très heureux d'accueillir Gilles Torgman ce soir. Alors, j'ai raconté ma première fois, ma rencontre avec Leonard Cohen. J'aimerais bien que tu nous racontes en préambule la tienne, ton épiphanie. Bonsoir. Déjà, je suis un petit peu gêné par tout le bien que tu as pu dire de mon livre, et en même temps très, très honoré. La première fois est à peu près la même que la tienne. Sauf que ça passait par un 45 tours qui s'appelait Le Partisan, qui était une chanson en français que j'écoutais sur le tourne-disque de ma grande sœur, comme beaucoup de choses que j'ai découvertes. Et cette chanson avait une résonance particulière parce que moi, je suis d'une génération qui est née pas très longtemps après la guerre et à laquelle mon père a participé. Donc tout ça était ces histoires de résistance, d'Allemands, de déportation, tout ça était très... Donc j'ai connu Leonard Cohen comme ça. Et après, comme je t'en parlais hier, le moment de la véritable réappropriation, c'est quand il a sorti un album qui s'appelait New Skin for the Old Ceremony, où il y avait des chansons un peu moins... un peu moins guerrières, un peu plus... et plus belliqueuses. On peut être moins guerrier et plus belliqueux. Là, il y a eu une sorte de déclic et effectivement, je me suis dit, c'est mon homme, comme il l'écrirait après, Amy Orman. Je me suis dit, c'est mon homme, et c'est devenu une espèce de modèle identificatoire. Voilà. Donc j'ai appris... comme toi, toutes les chansons de Leonard Cohen dans un songbook. Et après, je me suis éloigné un petit peu de ça, mais les musiques que j'écoutais étaient complètement imbibées
de Leonard Cohen, parce que c'est une chose dont on ne parle pas ou dont on parle assez peu. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé la New Wave, dans les années 80, ces espèces de Joy Division, Bauhaus, etc., et n'aurait absolument pas existé sans Leonard Cohen. C'est-à-dire que cet homme avait infusé dans la musique d'une décennie qu'il avait totalement oubliée, il avait infusé le meilleur de ce que cette décennie avait à offrir. Sauf qu'il venait de beaucoup plus loin, et c'est quelque chose dont on va parler. À la grande surprise du public français, Leonard Cohen est avant tout un poète et un écrivain. C'est-à-dire qu'il était connu en France, plutôt au Canada, pardon, d'abord par ses livres et après par ses disques. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à faire des disques passé 30 ans, ce qu'on trouvait généralement un petit peu vieux pour plaire aux jeunes. Oui, son premier disque, il a 33 ans quand il enregistre, 34 quand il sort. Oui, pour l'industrie, comme on dit, l'industrie de la musique à l'époque, c'est un très très vieux monsieur. Il est à côté de la plaque et lui-même le sent, mais après avoir été donc longtemps un poète au Canada, un poète très fêté, hein, le petit prince des poètes canadiens, après avoir écrit 2 romans très différents et très très forts, et l'un et l'autre, que je conseille à tout le monde, même si le deuxième, Les Perdants Magnifiques, est une lecture très, très éprouvante encore maintenant, un truc très, très difficile, très dur, très cru, très noir, très... voilà, c'est aussi l'image de Leonard Cohen que j'aimerais avec laquelle tout le monde reparte. C'est que c'est pas un chanteur pour feu de cheminée, boy scout. C'est vraiment un homme d'une richesse et d'une complexité folle. Et donc ce deuxième roman, là, je le conseille à tout le monde, mais pas à tout le monde en fait, parce qu'il est vraiment très difficile. Le premier, The Favorite Game, traduit assez hasardeusement par Jeu de dames, est très beau et là est une lecture que tout le monde peut faire. Donc c'est d'abord un poète, puis un romancier, et à la fin de ce deuxième roman, qui est une sorte de revisitation, réappropriation de James Joyce, peut-être, quelque chose vraiment d'une très grande ampleur, une très grande ambition romancière. Il sent qu'il est au bout du rouleau physique. Il pèse 53 kilos et à la fin de l'écriture de ce roman, à Hydra, sur son île, il part directement à l'hôpital. En fait, il est dans un état de délabrement, de drogue et de famine. Il ne mangeait plus. Il se dit qu'il ne peut pas, voilà, il peut pas continuer comme ça. Et il sait que ce deuxième roman, en gros, parce que c'est un succès littéraire, sera un échec, qu'il ne peut pas continuer à 32 ans, 33 ans à vivre la bohème. Et donc il se dit, je vais faire comme Ray Charles, qui était un de ses chanteurs ultimes, je vais essayer d'écrire des chansons. Donc la musique est là depuis très longtemps avec lui, bien sûr. Il a appris justement la chanson du partisan dans un songbook bien particulier de chansons de résistance, où il y a des chansons de résistance espagnoles, des chants de lutte. Ça, plus la country, plus Hank Williams. Donc il est pétri de musique, mais il se dit, c'est ma planche de salut. Et donc il part de Hydra, il retourne à Montréal et il arrive à New York pour proposer ses chansons. Et très vite, il a la chance de rencontrer Judy Collins et il lui propose 4 de ses plus grandes et belles chansons en disant, voilà, je ne sais pas si ce sont des chansons, je ne sais pas jouer, je ne sais pas chanter. Et elle n'en revient pas de ce qu'elle entend et elle le met sur son album qui s'appelle Priest, peut-être,
En tout cas, c'est une de ses chansons, des chansons de Leonard Cohen qu'elle reprend. Je me souviens plus comment il s'appelle. Peut-être Stan pourra crier le nom de cet album de Judy Collins. Hein? Oui, voilà, très bien. Et c'est elle qui le chante pour la première fois et c'est elle qui l'emmène sur scène pour la première fois. Et c'est comme ça qu'il devient un chanteur, pas malgré lui, mais à la fois il réalise son rêve et tout de suite la première confrontation à la scène est catastrophique. Mais bon, c'est une longue histoire. Je relance le témoin Agile. Donc voilà, avant tout un poète et un grand poète. Et toute sa carrière, il a écrit des recueils de poésie et chaque album, grand album, est lié, comme on en parlait hier soir avec Gilles, à un autre grand recueil de poésie. D'ailleurs, il y a même des albums qui sont presque homonymes, Death of a Ladies Man et Death of a Ladies Man. Son plus grand recueil de poésie, à mon sens, qui est Death of a Ladies Man. Et son album le plus décrié, Death of a Ladies Man, sont deux recueils frères. Donc voilà, très grand poète, très différent des Beats pour lesquels il y avait la plus grande admiration, très différent de Ginsberg, son contemporain, et puis sont devenus amis. Mais une plume très acerbe, très épurée. Petit à petit, il se débarrasse de tout le vocabulaire, comment on pourrait dire, romantique anglais, et il arrive à faire des phrases qui vous, comme dit Imre Kertész, des phrases si aiguisées qu'elles vous pénètrent immédiatement. Donc voilà, un très très grand poète, avant de devenir un très grand chanteur aussi. Oui, il faut insister sur le fait que chaque album, quasiment, a été précédé par un recueil de poèmes qui donne un autre éclairage. Et il y a un truc que j'ai toujours trouvé bizarre chez lui, c'est qu'à la fois, il est à la recherche, comme tous les poètes, de l'expression parfaite, c'est-à-dire de la formule qui ramasserait de la manière la plus minérale possible son expression, et en même temps, ça change au fil des ans. C'est-à-dire que si on prend les textes dans un recueil de poèmes et qu'on lit ou qu'on entend la chanson qu'il en a tirée, c'est plus la même chose. Et il faudrait vraiment être idiot pour penser que c'est des détails. Ce ne sont pas des détails. Il y a cette chose qui m'étonne dans cette tradition de la poésie moderne, pour laquelle moi je vois un peu... Vraiment, c'est une schématisation. Hein. Je veux pas pontifier là-dessus, mais pour moi, il y a des poètes du flux et il y a les poètes de la stase. Les poètes du flux, ils sont plutôt du côté rimbaldien, disons, de cette école qui va se continuer avec le flux de conscience. Quelque chose s'écoule. Quelque chose comme un fleuve héraclitéen, ce n'est jamais pareil. Et puis, d'un autre côté, on a des poètes de la stase, c'est-à-dire qui vont chercher à fixer de la manière la plus exacte et la plus minérale possible l'état présent de leur esprit. Alors, Leonard Cohen, il est plutôt pour moi du côté de la stase, et en même temps, il n'arrêtera pas de dire qu'il est dans le flux permanent. Et c'est l'homme qui a prononcé le plus de paradoxes qu'on peut imaginer dans toutes ses interviews, notamment une incroyablement ramassée que tu as cité dans ton livre, ce que je change, virgule, je suis le même.
Oui. Donc, comme moi, ce qui m'intéressait de savoir, parce que si je reviens un petit peu en arrière, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai fait un livre de biographe et assez modestement de journaliste. Toi, tu as fait un livre de poète sur un poète. Donc, tu es beaucoup plus concerné par ce que j'appellerais l'atelier de la création, quoi. Et donc, comment tu as envisagé cette question? Alors je change, je suis le même, c'est une phrase qui le fascinait tellement qu'il l'avait écrite sur les murs de sa maison à Hydra. Et c'est une phrase qui fait écrire par un de ses personnages, c'est une nouvelle encore à ce jour inédite, qui fait écrire par un de ses personnages sur un hôtel à New York, sur les murs de son hôtel. Je change, je suis le même. C'est l'homme du paradoxe. Il n'y a pas d'autre accès à la vérité que de se tenir en déséquilibre éternel sur le paradoxe. Donc, ses plus grandes chansons, à mon sens, explorent justement tous les aspects comme ça de la même réalité et épuisent comme... donc je pense à The Old Revolution où il commence par... I finally found my place in prison. Enfin, j'ai oublié le texte exact, je m'en excuse. Donc, j'ai finalement réussi à m'introduire dans la prison. Et j'ai trouvé ma vraie place dans les chaînes, malheureusement. Even damnation is poisoned by rainbows. Même la damnation est empoisonnée d'arc-en-ciel. Donc là, je ne sais pas si on voit à quel point l'aspect multiple, je sais pas, comme des prismes d'une pierre précieuse ou un miroir brisé, je ne sais pas le nombre d'interprétations, de visions qu'on peut avoir en une seule. Voilà. Et ça, une de ses plus grandes chansons, Story of Isaac, il a ces phrases à la fin que je vous laisserai découvrir pour écouter ce soir, Story of Isaac, et vous écouterez le dernier couplet, et c'est l'ultime paradoxe. Et il ne veut pas se résoudre à être autrement que quelqu'un qui, comme il dit, qui skie sur le chaos. Donc voilà, je change, je suis le même, et on en reparlera peut-être plus tard, mais je change, je suis le même, c'est aussi pour moi une phrase exemplaire de son usage des stupéfiants. Je pense qu'à la fois il est traversé de visions et à la fois il est toujours le même. Il y a quelque chose comme ça de... Hydra, c'est le lieu où il a exploré beaucoup notamment le LSD. Il y a un moment où il parle dans un de ses poèmes qu'il entend parler les pâquerettes dans le terrain vague qu'il voit de sa terrasse. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup exploré par la drogue une manière de nous donner ça à voir. Voilà. La complexité, la richesse, la finesse. C'est jamais l'homme d'une seule pensée et c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Et ça ne le dérange pas du tout d'une chanson à l'autre dans un album de dire exactement l'inverse. Ce qui, moi, m'a toujours surpris sur l'album de 1984. Il dit dans une chanson, il dit, voilà, dans Alléluia, il dit une chose, et dans la chanson The Night Comes On, il dit exactement l'inverse, une phrase presque identique. Donc c'est très étonnant, et il est capable de se tenir à la fois dans la complexité, la contradiction, le paradoxe, et c'est fascinant dans le monde de la pop, entre guillemets, qui est un monde très, très binaire, bon, de voir quelqu'un d'aussi... c'est pas que torturé, quoi. C'est fascinant il n'est même pas le cul entre deux chaises, il flotte entre une dizaine de chaises. Voilà.
Oui, à l'appui de ce que tu dis, moi je voudrais juste rebondir sur le fait que il a été connu surtout en France à une époque où on aimait les chanteurs contestataires, et il n'a jamais été un chanteur contestataire, il n'a jamais été un homme de gauche, il n'a pas non plus été un homme de droite. En fait, il a toujours été très gêné par cette sommation à se définir politiquement. C'est pour ça que, comme nous l'évoquions tout à l'heure, je trouve qu'il est révolutionnaire dans le terme classique de la révolution, qui désigne en fait le retour toujours à la même place, la révolution des astres. Par exemple, fait référence au retour d'un astre à la même place. Seulement, le monde change, n'arrête pas de changer pendant qu'on fait le tour et qu'on revient à la même place. Et Leonard Cohen, c'est cette espèce d'astre qui fait le tour autour, et qui encercle son propre gouffre, mais sans jamais tomber dedans, quoi. Il est comme... Il est un peu comme ces grands jazzmen, il me fait un peu penser à Coltrane ou à Miles Davis dans cette possibilité qu'il se laisse de se contredire et de tourner autour du feu sans aller jamais se faire consumer lui-même, quoi. Là, ça m'évoque deux choses. C'est d'abord, il n'a jamais été contestataire. Il a beaucoup contesté la contestation. Et je me souviens de cette interview qui est incroyable, là, que Stan m'avait retrouvée là, dans un Libération très maoïste à l'époque, dans les années 70. Et il parle aux journalistes et il dit vous, les Français, vous êtes tellement snob, vous avez les plus belles églises du monde, vous devriez réapprendre à vous agenouiller. Et ça, on n'imagine pas quelqu'un qui dise une phrase moins absorbable par un journaliste maoïste dans les années 70, quoi. Je veux dire, et donc, c'est toujours quelqu'un qui savait voilà, prendre le contre-pied, et y compris prendre le contre-pied de lui-même. Et je pense, j'aime pas trop faire des catégories, mais son éducation juive, notamment par son grand-père, qui a été très très important pour lui, qui était un très grand lettré, traducteur, un très grand maître, pas un rabbin, un rébé, donc un maître, un érudit, un lettré qu'on venait voir de centaines de kilomètres, et avec qui il lisait le prophète Isaïe. Et je pense qu'il y a toute une tradition dans l'école juive de pensée, disons, où on pense toujours par la contradiction. Et l'enseignement se fait toujours par une pensée contraire, et on n'est jamais constamment, comment dire, on ne dit jamais à quelqu'un qu'il a raison, on dit toujours mais tu ne crois pas que, ou est-ce que tu as vu cet autre aspect des choses, etc. Et je pense que cet homme, il a gardé à lui seul le goût de cette conversation contradictoire. Donc il a toujours eu cette double voix, ou ce surmoi, ou ce compagnon, cet adversaire personnel avec qui il a communiqué toute sa vie, et avec qui il écrivait. Et d'ailleurs, je vous parlais de ce recueil de poésie Death of a Ladies Man, qui est un recueil qu'il a commencé à écrire, qu'il a envoyé à son éditeur et qu'il a rattrapé au dernier moment parce qu'il pensait qu'il n'était pas abouti. En fait, il l'a repris et il a fait lui-même le propre commentaire de son recueil, où Leonard Cohen fait le commentaire du poète Leonard Cohen, et c'est absolument hilarant,
très sanglant, très cruel pour lui. Et le vrai recueil, son plus grand, un de ses plus grands, c'est le poème est magnifique, le commentaire est aussi magnifique. Parfois, il fait le commentaire du commentaire. Vous voyez, on commence et parfois, le commentaire est un autre poème. Le commentaire du commentaire revient sur le début. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a passé son temps à faire parler en lui beaucoup plus que juste une personne. Ouais. À vous les studios. Or donc, ce que tu viens de décrire, c'est la pensée talmudique en fait, hein, véritablement, c'est-à-dire que il n'y a pas de texte. Le Talmud dit un texte qui n'est pas interprété est comme une lettre qui n'est pas lue. Donc, véritablement, il n'y a pas de valeur intrinsèque du texte, il n'y a pas de comment dire d'idolâtrie à apporter à la chose écrite. Il faut qu'elle soit constamment remise en question, questionnée, réfutée. C'est comme ça qu'un texte devient un texte véritablement. Cette appétence pour la mise en abîme d'un texte va développer chez Leonard Cohen une chose qui est très particulière, qui est la recherche d'un maître. Et donc, il n'aura de cesse de chercher des maîtres pendant toute sa vie. Dans ses premières chansons, il y en a une qui s'appelle « Teachers », les enseignants. Il y en a une autre qui s'appelle « The Master Song ». Toutes ces chansons, déjà écrites quand il était jeune homme, décrivent des processus d'enseignement plutôt bizarres, à la limite de la maltraitance, puisque quand il pose des questions, il n'a jamais de réponse, ou quand il pose des questions, on lui pose une autre question. Donc il est véritablement prisonnier volontaire de cette matrice de l'interrogation qui est une matrice talmudique en permanence, et il ne va pas cesser de chercher des maîtres. Donc il aura... Je t'interromps juste un instant. Dans la chanson Teachers dont tu parles, il dit « Suis-moi, m'a dit le grand sage, mais il marchait derrière moi. » Voilà, je te laisse continuer. Oui, pour dire que il sait déjà, même au début de sa quête, finalement, il a cherché un grand maître, mais il sait déjà que ce sera un échec, il le sait lui-même déjà, et pourtant, effectivement, il a presque couru dans toutes sortes de directions, presque farfelues, à commencer par la scientologie. Mais vas-y, raconte. Oui, bien sûr. Et dans cette même chanson aussi, il dit à son maître qu'il a appris ses leçons, et la réponse du maître, c'est « As-tu appris ta leçon ?» Et donc, il y a vraiment un truc qui est de l'ordre de la folie, quoi. C'est intéressant chez Leonard Cohen, c'est qu'il n'a pas sombré dans la folie. Il est désespérément névrosé. Et je pense que, comme tout bon névrosé, il a un espèce de regret de la psychose. C'est-à-dire, ce serait tellement plus simple s'il était schizophrène, s'il était vraiment complètement délirant, bipolaire. Il y a eu des cas dans l'histoire de la musique, non. Lui, il est désespérément névrosé, donc ça me fait penser à cette vieille blague juive que se racontent les psychanalystes. Je ne sais pas si tu la connais, la différence entre les névrosés et les psychotiques. Alors, le psychotique est persuadé que 2 et 2 font 5,
Et le névrosé, il sait très bien que 2 et 2 font 4, mais il ne peut pas le supporter. Et donc, Léonard Cohen, il sait très bien que 2 et 2 font 4, mais il ne peut pas le supporter. Donc, il va essayer de se casser la tête de toutes les manières possibles pour se mettre à l'épreuve. Et c'est là où ça rejoint quelque chose de mystique. Je rappelle encore une fois, parce que des fois il faut insister sur le sens des mots, que mystique c'est la connaissance directe. Donc c'est pas du tout une ambition de voiler quelque chose, de rendre quelque chose de fumeux ou de plus important. Non, c'est l'ambition d'avoir un lien direct avec quelque chose de plus haut. Donc Léonard Cohen, c'est un poète mystique parce que il veut aller vite et il veut savoir ce qu'il y a en haut, et il veut savoir pourquoi Dieu lui parle pas en gros, alors que lui, il a toutes les formes d'épiphanie possibles, notamment à travers l'érotisme, les femmes et toutes ces choses qui lui apportent des satisfactions immédiates, mais le laissent complètement sur le carreau. Oui, quand je disais qu'il y avait plusieurs, pour rebondir, qu'il était plusieurs personnes à la fois et cette interrogation mystique, dire que le silence de Dieu, au bout d'un moment, lui a semblé tellement insupportable qu'il s'est mis à prendre la parole à sa place. Et il y a un très grand nombre de chansons où d'abord il se fait prophète et il dit clairement, voilà, je suis la voix de Dieu. Il y a des chansons disséminées comme ça dans des chansons, des moments où il dit clairement bon, c'est des citations bibliques, mais c'est Dieu qui parle. Et jusqu'au moment où ça ne suffisait pas, donc sur la fin, Dieu se met à parler non seulement à lui parler, mais à parler au monde entier et à parler de Léonard Cohen en disant qu'il l'aime bien, que c'est un vieil ami, etc. Donc, pour vous dire que toutes les voix sont convocables, toutes les voix ont la parole, y compris celle-là qui ne lui a jamais fait peur. Et il a une relation presque comique avec le Très-Haut. Oui, et les maîtres. Alors là, on était parti sur les femmes, et ouais, peut-être c'est ce côté compulsif. On a parlé donc cette quête spirituelle. Donc c'est un enfant juif élevé à la synagogue, fasciné par les chants de la synagogue. Je vous ai parlé de son grand-père, donc très bien éduqué. Toute sa vie, il a conversé avec le rabbin de Montréal. Il a toujours gardé ce lien-là, et pourtant il a toujours été cherché ailleurs. Donc la scientologie, fasciné par le Christ. Toute sa vie, il a interrogé, de sa première chanson à sa dernière chanson, ou en tout cas sur son dernier album, il s'interroge sur cette figure et sur l'absurdité du destin christique. Et il est complètement fasciné par le Christ. Bon, que les chrétiens soient fascinés par l'Ancien Testament, ça se comprend aisément, mais que quelqu'un de l'Ancien soit à ce point fasciné par les évangiles, c'est quand même c'est plus rare. Et puis après, dans les années 60, la scientologie, donc suffisamment longtemps quand même pour être élevé au statut de voyant ou clair, enfin je ne sais plus exactement quel est le nom. Et puis après, il y a sa découverte du zen, et encore une fois, effectivement, ça passe par la rencontre avec un maître. Mais comme vous avez prévenu Gilles, c'est pas n'importe quel maître, c'est un maître zen, Roshi, qui est probablement totalement alcoolique, et avec qui il dira que sa plus grande dette à Roshi, c'est de lui avoir fait découvrir le monde de l'alcool. Donc pour un maître zen, vous voyez que l'enseignement est très large.
Et voilà, à chaque fois, je suis désolé, à chaque fois, je finis ma phrase, je te regarde un petit peu désespéré pour que tu rebondisses. Oui, Les femmes, oui, les je ne femmes. sais pas. Enfin, en tout cas, c'est très intéressant parce que moi, je ne savais pas que l'épisode de la scientologie avait été aussi long. Et non Oui, seulement long, mais c'est là qu'il rencontre Suzanne, la femme qui deviendra la mère de ses enfants. oui, dans l'ascenseur. Oui. Dans l'ascenseur. Et donc, il a rencontré quand même beaucoup de femmes dans l'ascenseur. Oui. Moi, je pense que l'ascenseur, dans la vie sexuelle de Leonard Cohen, est plus important que la On scientologie. pourrait faire que l'ascenseur soit aussi un chemin mystique vers le très haut. Ça oui. pourrait être. Oui, puisque je rappelle, enfin pour les gens qui ne connaissent pas l'anecdote, que quand il vit au Chelsea Hotel, il prend l'ascenseur. Le Chelsea Hotel est une espèce de joyeux lupanar où évoluent des artistes plus ou moins en état d'ébriété. Il prend l'ascenseur à 3 heures du matin pour rentrer dans sa chambre. Une main retient la porte. C'est Janis Joplin qui entre dans la cabine de l'ascenseur. Et donc, Leonard Cohen sait très bien qui est Janis Joplin, mais Janis Joplin ne sait pas du tout qui est Leonard Cohen, parce que c'est un poète canadien qui vient de débarquer à New York. Et donc, Janis Joplin, qui est entre deux vins, lui demande dites donc, vous ne sauriez pas où je peux trouver Chris Christopherson? Et Leonard Cohen lui répond sans se démonter un seul instant, c'est votre jour de chance, belle dame, je suis Chris Christopherson. Voilà. Donc, excusez la parenthèse, c'est juste pour dire que l'ascenseur est tout aussi important que la nature des spiritualités qu'il a pu fréquenter au cours de ces nombreuses années. Chelsea Hotel, la chanson où il raconte justement cette rencontre, c'est une chanson assez, bon, évidemment magnifique, mais assez exemplaire du monde de Leonard Cohen, parce que c'est à la fois une chanson très belle, très tendre, très cruelle sur la vie, la solitude, le désespoir, très drôle, très crue, et tout ça à la fois dans le même élan, dans la même mélopée. On a des images quasi pornographiques, on a un refrain absolument bouleversant, et on a cette figure de Janis Joplin perdue elle aussi dans une quête insatiable de bonheur, et qui se moque de lui. Je trouve ça très beau que dans la chanson qu'il écrit sur elle, il ne manque pas d'oublier qu'elle se moque de lui. C'est très beau. Et il y a une dernière anecdote, où une des dernières fois qu'il la croise, donc dans les mêmes rues à New York, quelques mois avant sa mort, elle le croise, elle lui dit « Alors, Lenny, t'es revenu à New York chanter pour tes vieilles dadames ?» Donc voilà, cette chanson, comme toutes ces chansons, voilà, pour vous dire que quand il y a une chanson de Leonard Cohen, il n'y a pas une seule ligne. C'est une tresse, quoi. Tous les sentiments ont le droit de citer et ont le droit de cohabiter et de faire un sens tous ensemble. Et voilà. Donc notamment, c'est une chanson assez exemplaire parce que très crue sexuellement, sur la drogue totalement explicite, et sur la douleur, la solitude, le moyen de faire avec la vie, tout ça. C'est vraiment une très très belle chanson que je ne chanterai pas ce soir. Dommage. Il est tard, c'est ça? Il est 9h25. On a commencé à quelle heure?
On a commencé à 8 heures. Donc malheureusement, il y a un moment où toutes les choses merveilleuses ont une fin. Non, vous allez avoir d'autres cadeaux. Mais donc on va vous faire entendre, avant que vous faire entendre, donc un enregistrement que nous a offert Gilles, qui a eu la chance et le courage de rencontrer Leonard Cohen à plusieurs reprises, lui. Et donc il a récolté pour nous Leonard Cohen lisant ses poèmes en 1997, je vous l'ai peut-être déjà dit. Donc on va écouter pendant un quart d'heure, on va essayer de faire le noir dans la salle. J'ai essayé de trouver je ne sais pas, j'aurais pu faire bouger les photos petit à petit. On va vous trouver une photo qui convient. J'aurais pu vous raconter plein d'histoires à chaque fois, mais tant pis. Voilà. La plupart sont dans le livre, donc n'hésitez pas à aller vous enquérir des photos dans le livre. Donc je crois que c'est exactement à cette époque-là que tu l'as rencontré. J'aimerais bien qu'avant qu'on entende, à la fois tu nous racontes ces rencontres et que tu fasses peut-être une aussi longue que tu peux périphrase pour nous raconter ce que raconte Leonard Cohen dans ces poèmes-là en particulier. Et après, on fait le noir, on s'éclipse et on écoute la voix de Leonard Cohen. Alors, je vais essayer d'être le plus concis possible. J'ai rencontré Leonard Cohen pour la première fois en 1995, rencontré physiquement. Je veux dire, la première chose qu'il m'a dite, c'est je te reconnais, on s'est déjà vu. Et effectivement, je l'avais croisé sur le boulevard du Montparnasse en 1980, quand j'étais beaucoup plus jeune. On s'était croisés et moi, je n'avais pas cru que je croisais Leonard Cohen. Donc j'ai continué mon chemin et quand je me suis rendu compte que c'était lui, je me suis retourné et j'ai commencé à courir comme un fou. Et évidemment, il avait totalement disparu. Donc il aura fallu attendre 1995 pour que j'aille le voir, mandaté par le journal pour lequel je travaillais alors. Et donc, ça a été une expérience très intéressante. Je l'ai rencontré à d'autres reprises après, dont cette fois en 1997, qui est pour moi la plus précieuse, parce qu'elle n'était motivée par aucune espèce d'actualité. Il n'avait pas de disque à sortir. Je lui ai simplement envoyé un mail pour lui demander si je pouvais passer le voir. Et Leonard Cohen, c'était un genre de personne qui répondait dans la demi-heure, en général, aux mails qu'on lui envoyait, et qui m'a dit pas de problème, tu passes quand tu veux. Donc, le journal pour lequel je travaillais à l'époque et qui n'était plus le même, a accepté que je parte l'interviewer. Et donc, je suis allé le voir à Los Angeles et nous sommes montés dans le monastère zen de Mount Baldy, qu'il venait de quitter après y avoir passé environ une dizaine d'années. Donc il y montait un peu pour surveiller si les choses se passaient bien. Il ne se sentait plus affectivement attaché à cet endroit, donc ça lui laissait beaucoup de liberté. Donc on est parti de Los Angeles dans sa grosse voiture. Mount Baldy, c'est une montagne très élevée, mais ça n'est jamais qu'à 2 heures de route de Los Angeles. Et nous avons passé une soirée fort gaie et fort arrosée à Mount Baldy. Et le lendemain matin, on s'est réveillé très tôt parce que Leonard Cohen se levait toujours à l'aube. Et l'enregistrement que je vais vous faire écouter a eu lieu à l'aube d'un petit matin. Donc vous allez entendre des petits chants d'oiseaux derrière, des bruits
de feuilles dans le vent. Et c'était quelque chose qui lui faisait plaisir parce qu'il avait commencé, jeune homme, comme ça, en faisant des lectures de poésie dans les librairies. Je crois qu'il aurait adoré d'être présent dans ce lieu ce soir, il aurait adoré l'idée qu'il y ait un lieu dédié à la poésie à Paris, où des poètes peuvent venir juste réciter, dire de la poésie, et que ça puisse être aussi important qu'un concert. Voilà, donc je ne lui ai pas demandé à aucun moment de me faire la lecture. Il a eu envie à un moment de prendre son carnet et de lire les derniers poèmes qu'il était en train d'écrire. Donc, je n'ai pas identifié ces poèmes parce que, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, ça changeait beaucoup au fil des écritures, des réécritures. C'était quelqu'un qui était en permanence à la recherche de l'expression la plus, non pas parfaite, non pas la plus pure, mais la plus minérale possible. Il y a un côté j'aime chez lui, un côté bijoutier, qui est aussi un petit peu, je pense, une tradition orientale de savoir-faire presque manuel. Voilà, donc je vous invite à écouter. Ça dure 15 minutes et après, vous aurez d'autres cadeaux. Alors, pour vous dire, donc il y a une série de... Voilà, ça dure 15 minutes. Il y a un moment, il parle d'un personnage assez mystérieux, d'une femme qu'il appelle Sahara. Donc, c'est des poèmes très, très érotiques. Il parle de Steve Sanfield, qui est un haïkaïste, un de ses amis, très, très anciens amis haïkaïstes. Donc, voilà, le haïku. Et c'est au mariage de Steve Sanfield, en 69, qu'il a rencontré Roshi, dont il va beaucoup parler aussi, qui est son maître zen. Donc, ce personnage absolument... fascinant, qui était un très grand maître, qui a fondé une école, donc l'école Zen Rinzai, la plus rigoureuse. Et donc il va vous parler de nouveau de leur virée alcoolique avec Roshi. Il va parler d'écriture. Voilà. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est quand même des poèmes qui datent pour la plupart de son époque quand même très zen et au monastère, et voir tout ce qui lui tenait à cœur à travers ces heures et ces heures et cette éternité de méditation, et toujours aussi érotomane, toujours aussi fou, toujours aussi dingue et passionnant. C'est pas du tout voilà, la méditation zen ne l'a pas du tout castré ni abruti, mais ça bouillait toujours là-dedans. Et donc vous entendrez, moi je trouve que c'est très beau d'entendre les pages, il tourne les pages comme ça de son carnet. On l'entend rire, on l'entend rire Gilles. Voilà, moi quand Gilles m'a fait découvrir ça, j'avais l'impression de découvrir des pages perdues de mon histoire aussi. Voilà. Donc, allons-y, on vous laisse avec lui, et après on revient avec Lou, sans entracte, on revient avec Lou pour vous chanter quelques chansons. Merci beaucoup, merci Gilles, merci beaucoup, merci. Merci Pascal.